Hello, hello, c'est Léa. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de Wellness Impact. Avant qu'on commence et que je vous annonce l'invité du jour, n'oublie pas d'activer la petite cloche sur YouTube pour ne louper aucun des épisodes qui arriveront et bien sûr de t'abonner sur toutes les plateformes d'écoute pour pouvoir écouter les prochains épisodes. Et bien sûr, si tu as aimé l'épisode, laisse-moi un petit pouce ou un petit like. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Florie Ducamp-Albert, cofondatrice de la marque We Are Jolie. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Avec son associé Prune, Florie a réussi le pari audacieux de transformer une idée simple, créer de la lingerie confortable, accessible et engagée, en une véritable aventure entrepreneuriale qui bouscule les codes du secteur. Dans cet épisode, on va parler business, valeurs, leadership, organisation, comment bâtir une marque forte, alignée, incarnée, comment prendre des décisions agiles, parfois risquées, comment s'entourer des bonnes personnes, mais aussi comment trouver son équilibre quand on est à la fois dirigeante, femme et maman. Coulisses d'une croissance, leçons de management et confidences profondément humaines. Bienvenue dans les coulisses de We Are Jolie avec Florie. C'est parti. Ma chère Florie, comment vas-tu? Bonjour Léa, très bien, merci. Eh ben écoute, je suis tellement contente. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer. Je suis super contente de t'accueillir sur Wellness Impact parce que je porte vos culottes tous les jours. Je suis une Ouais. très belle ambassadrice de votre marque, de We Are Jolie. Et c'est pour ça que c'est encore plus un honneur et je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que tu vas pouvoir un peu nous dire les coulisses de la marque. On va parler pas mal de choses ensemble. Donc, sois la bienvenue. Merci, mais quelle intro, merci beaucoup. Bah, évidemment, on va parler de culottes. Je suis obligée de dire que je les porte tous les jours, tu vois. Mais ça me fait trop plaisir. Et en vrai, je porte pas que les culottes. Je porte aussi les brassières tous les jours parce que j'ai une forte poitrine. Et il n'y a pas beaucoup de marques, honnêtement, qui sont capables de faire les produits que vous proposez. Et j'avoue que j'ai votre ensemble absolument tous les jours. Je change quand même, mais Non, mais ça fait super plaisir. Mais merci beaucoup Léa. avec plaisir, Florie. Bon, alors je vais commencer un petit peu mes questions. J'en ai pas mal, donc c'est ce que je te disais. Donc je vais voir si on arrive à tout traiter. Déjà, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la vision et de l'ADN de We Are Jolie. Et notamment, quand vous avez commencé avec Prune, c'était quoi l'intuition de départ et comment ça s'est transformé en une boîte, en un vrai business model? Alors, l'intuition de départ, c'était simplement de se dire que euh, il y avait cette envie. Moi, j'ai 4 ans de plus que Prune, donc quand j'ai pensé à monter la société, j'avais 27 ans. J'étais déjà en poste, j'étais directrice marketing et communication dans une start-up dans les boissons. Et en fait, j'avais toujours eu cette envie d'entreprendre. Le fait est que je pense que je m'étais mis beaucoup de barrières dans ma tête parce que j'avais pas fait HEC, j'avais pas fait l'ESSEC Mmh. et que pour moi, c'était du coup pas accessible. Je m'étais mis aussi une barrière, je pense, au-delà de ça, du fait que j'étais pas matheuse. Alors moi, j'ai arrêté les maths, je pense en seconde, enfin ou par là, parce que j'ai fait un bac L, option histoire de l'art, donc juste rien à voir avec le business. Et donc voilà, et donc tout ça pour dire que je m'étais mis plein de barrières, tout simplement, je pense, par l'éducation qu'on a toutes de la société. Ouais. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui était réservé à une forme d'élite ou alors à des personnes qui étaient extraordinaires, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu ce déclic grâce aux entrepreneurs avec qui moi je travaillais dans ma société de boissons qui s'appelait Vai Vai. Et en me disant que finalement, le pire qui puisse t'arriver dans la vie, c'était de ne rien vivre, tout simplement. Et en tout cas, de pas essayer au moins de faire quelque chose. Et comme j'avais quand même cette fibre depuis toute petite, j'adorais vendre des trucs. Enfin, je vendais des trucs à mes voisins. Je, Pareil. voilà, je vendais même des poèmes. Je vendais des gâteaux que j'avais faits. Enfin bref, plein de choses comme ça. Et je me suis dit, en fait, tu sais quoi, au pire, t'essayes. Et si ça marche pas, c'est OK. Tu trouveras un travail plus classique. Et donc, tout est parti de là, à ce moment-là.
Et tout de suite, en fait, l'idée des culottes, c'était assez, comment dire? C'était assez, évident pour moi parce que j'ai vécu à Londres pendant, 1 an et demi, 2 ans. Et très souvent, quand je revenais de Londres, je ramenais des jolies petites culottes, à ma famille, à mes copines, à enfin, toutes les femmes que je connaissais, parce qu'il y avait des très jolies choses à l'époque à, je sais pas, 2, 3, 4, 5 pounds. Et en France, dès que tu voulais une jolie culotte, bah, ça coûtait hyper cher. Et voilà, on n'avait pas d'offres accessibles en France sur des jolies, enfin voilà, des choses mignonnes. Et donc voilà, c'est parti c'est juste parti de ça. OK, OK. Et alors, tu es sur un marché, hyper concurrentiel aujourd'hui, hyper compétitif. Et qu'est-ce qui fait que la marque aujourd'hui, We Are Jolie, elle a réussi à se démarquer de toutes ces autres, propositions qu'on a sur le marché aujourd'hui? Rien que moi, j'imagine toi aussi d'ailleurs, on est targeté toute la journée par des centaines de marques, qui proposent ce que vous faites, quoi. Oui, alors ça, je pense que, il y a une part de on sait comment on a fait parce que, en effet, on a pris un positionnement, dès le début, qui était, à la fois le côté, bio, donc du coton bio, travaillé d'une manière éthique et en même temps l'accessibilité, qui sont 2 piliers, d'habitude complètement, difficiles à associer. Parce que, quand tu fais de l'accessible, tu peux difficilement faire du bio et de l'éthique. Donc ça a été notre combat dès le départ. Là, c'est vraiment le combat produit, si je puis dire, où on est arrivé avec une offre tout de suite de produits fabriqués au Portugal, en Europe, éthiquement et en plus en coton bio, à un prix très accessible parce que tu avais un tarif dégressif à la quantité, donc qui existe toujours, notamment sur les culottes, et plus tu en achetais, bah, plus le prix baissait, enfin un truc finalement assez classique, mais qui permettait à toutes les femmes finalement, puisqu'au début quand on s'est lancé, pour tout dire, si tu as acheté 8 culottes, je crois que la culotte elle était à 6 ou 7 euros. Donc c'était des prix très bas. Mais de cette même manière-là, évidemment, ça a un prix, c'est-à-dire que on a ce premier point, on a dû le payer entre guillemets. Si c'est pas la cliente qui paye, c'est forcément quelqu'un La qui boîte. paye. Donc Mmh, c'est la mmh. boîte. Donc nous, on a levé des fonds tout de suite avec Prune, donc à l'époque avec un PowerPoint et un Excel, hein, Ah, tu voilà. m'en avais Hein. parlé. Voilà, donc et on a, fait, la tournée, si je puis dire, des rencontres de personnes qui potentiellement pouvaient investir dans notre boîte, grâce à LinkedIn, hein, tout simplement. On a contacté, ça a été notre investissement personnel, c'était un abonnement, même pas les 2, mais un abonnement à LinkedIn Premium et on a contacté un maximum de personnes et sur, je sais pas, 100 personnes qu'on a contactées, on en a rencontré peut-être 10. Sur ces 10, bah, il y en a un qui nous a mis en relation avec quelqu'un d'autre, et cetera. Et au fur et à mesure, on n'a rien lâché et on a levé à l'époque 500 000 euros. Donc ça, c'était en 2018 ou 2019, pour lancer notre première prod. Parce que, évidemment, si on voulait vendre de la quantité éthique à un tarif dégressif, il fallait tout de suite qu'on arrive avec une offre suffisamment grande et on ne pouvait pas simplement se lancer en petite créatrice parce que sinon, bah, on aurait eu des culottes qui avoisinaient les 30, 40 euros pièce au lieu de pouvoir proposer toutes nos culottes à l'époque, hein, puisque maintenant on fait plus que des culottes, mais à l'époque, on les proposait à 15 euros à l'unité, mais encore une fois, c'était 6 ou 7 euros si on en achetait un certain nombre. Et le deuxième point par rapport à la concurrence, ça a été de se positionner sur tout de suite pour quelque chose qui pour nous était juste du bon sens, c'était l'inclusivité. On avait été marqué, enfin moi particulièrement, mais même Prune aussi, parce que on avait vu la campagne Dove qui était passée peut-être 5 ou 6 ans avant qu'on monte la boîte. Et Mmh. femmes, évidemment de toute origine, mais surtout avec des corps différents et des âges différents. Et malheureusement, cette campagne, ça avait été une campagne, c'est-à-dire que c'est pas resté beaucoup dans l'ADN, en tout cas pas d'une manière significative dans l'ADN de la marque Dove. Mais nous, quand on l'avait vue, cette campagne, mais on s'était dit: «Mais c'est ça la vie, en fait». C'est juste une évidence. On a envie de voir, des femmes à qui, on ressemble, à qui on peut ressembler et à qui on va ressembler parce qu'en soi, on va De tout ouf. et c'est tout ce qu'on se souhaite, hein, en réalité. Donc voilà et donc on a tout de suite été sur ce créneau-là.
À l'époque, il y avait pas du tout ça en France. Aux États-Unis, on parlait d'une grosse tendance qui s'appelait le body positive, qui a été après très utilisé en France. Mais à l'époque, nous, c'était pas du tout une tendance, c'était plus du bon sens. Et en plus, Mmh. on n'avait pas d'argent, ou très peu d'argent, pour la communication et le marketing. On avait tout mis dans la production de nos produits. Donc, bah, c'était plus facile. On shootait nos amis, nos copines, nos mamans, des grands-mères, enfin, toutes sortes de personnes. Et c'était évidemment plus facile pour nous, plus accessible. Et je pense que malgré nous, ça a eu comment dire, un impact assez fort, puisqu'à l'époque, très peu de marques le faisaient, voire pas vraiment pas beaucoup. Et, euh, et même, on a eu du bad buzz dessus parce qu'on nous disait, mais c'est moche, c'est pas beau ce que vous faites. Et en fait, c'était rigolo parce qu'au début, on répondait, puis après, on a arrêté de répondre. Et c'était des femmes qui se répondaient entre elles, tout simplement. Et voilà. Et c'était hyper intéressant de voir ces débats de femmes qui prenaient entre guillemets notre défense, d'autres qui disaient non mais en même temps c'est trop moche ce que vous faites, puis une autre qui veut entrer dans la discussion et en fait on a laissé le truc se faire sans pour autant essayer de voilà d'intervenir. Et je pense que ça a aidé, ça a contribué à véritablement comment imposer la marque dans le paysage à l'époque de la lingerie, puisqu'on était une marque de lingerie. Aujourd'hui, on est à la fois une marque de lingerie et de loungewear et de prêt-à-porter. Mais à l'époque, vraiment, ça nous a beaucoup aidé et c'est quelque part, c'est un peu le fruit du hasard. OK. Donc si je devais résumer un peu ce que tu dis, quand même, pour faire émerger, tu vois, ce que tu viens de dire, moi je retiens quand même 3 choses. Il y a quand même et beaucoup votre côté avant-gardiste, regarder les tendances, sentir, tu vois, même le côté intuitif de: «Mmh, c'est dans cette direction qu'il faut aller, ça existe pas comme ça ou pas comme nous on le voit, comme on voilà, comme on le visionne». 2, vous avez osé, vous avez osé. Et 3, vous avez persévéré. Et ça, c'est des valeurs quand tu es entrepreneur. Je pense que tu peux soulever des montagnes quand tu crois en ton projet, parce que vous êtes concentré sur le produit en premier lieu, et que tu sais que tu as une conviction forte pour ce que tu es en train de faire. Tu es capable de soulever des montagnes. La preuve, vous avez soulevé 500 000 euros. Quoi. Enfin, c'est extraordinaire, Et bravo. sans réseau. Non, mais merci Sans beaucoup. réseau, et sans réseau. Et sans réseau. Et c'est ça qui est chouette. C'est que vraiment, quand tu veux, tu peux. C'est une phrase qui est extrêmement bateau, mais en réalité, je pense que il n'y a pas de limite dans ce qu'on veut. Et à un moment donné, oui, on peut se donner les moyens, en tout cas d'essayer. Après, ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est pas parce que t'as pas de réseau, que t'as pas fait les bonnes études, que t'es jeune et que entre guillemets on passe ton temps à dire ben voilà il faut quand même que tu fasses tes preuves etc. Ben oui et non parce que en fait tes preuves tu peux aussi les faire voilà tout simplement en essayant de monter ton projet. Et par contre ce qui est hyper important c'est d'avoir des gens qui croient en toi et de faire en sorte que les gens croient en toi. Ça Ouais, c'est peut-être l'élément le plus important. ouais, c'est clair. Et si tu devais résumer votre recette, entre guillemets, business, ce serait quoi? Notre recette business, bah, je pense que c'est comment dire. Il y a 2 choses. Il y a le fait de pas avoir eu peur aussi, de vouloir gagner de l'argent. Très important. OK. Premier point, monte pas ta boîte si tu veux pas gagner d'argent. Voilà. Si l'argent t'intéresse pas, et ça en tant que femme, c'est un discours qui est non recevable normalement, mais ne monte pas ta boîte. Fais de l'associatif, fais un Ouais. projet qui tient à cœur. Non mais vraiment, et en plus c'est pas du tout une chose dégradante. Moi j'aurais pu aussi par ailleurs faire de l'associatif, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aimer l'argent pour monter sa boîte. Si t'aimes pas l'argent, si t'as pas envie d'en gagner, je dis pas qu'il faut être une grippe-sous et penser qu'à ça le matin, le midi et le soir, pas du tout. Mais il faut avoir envie de gagner sa vie correctement. Ça, c'est très, très, très important. Parce que si on n'a pas ça, eh bien, on n'a pas le moteur suffisant pour y arriver. Parce que au final, on va faire énormément de concessions pour finalement arriver à quelque chose qui va pas nous convenir et on va pas trouver notre équilibre pro-perso. Donc, voilà, ça, c'est un des piliers. Il faut avoir envie de gagner l'argent. Il faut pas avoir peur de se dire je vais monter quelque chose de gros, c'est-à-dire rêver grand. Ça, c'est hyper important. Nous, depuis le début, avec Prune,
quand on vendait le projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un exercice, mais on finit par aussi croire à ce qu'on dit, même si on y croyait, mais peut-être pas autant que ce qu'on disait. Mais on vendait un projet, on dit, mais voilà, dans 5 ans, on fera des millions et des millions. Et bon, c'est vrai que sur le moment, on était là, deux pauvres petites là, avec leur PowerPoint et leur Excel, dire qu'on va faire des millions, bon, voilà. Mais surtout en ayant pour l'instant pas gagné 1 euro, hein, pour rappel. Donc voilà. Mais au final, rêver grand, parce que encore une fois, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Je pense qu'on est très conditionné, et notamment en tant que femme et jeune femme, à rêver prudent. Hein, Oh oui. voilà, on rêve prudent parce que, encore une fois, quand on est petite, voilà, si un garçon il se fait mal, on va lui dire, pleure pas, t'es pas une chochotte, ou je ne sais pas quelle bêtise on va lui dire, mais grosso modo, relève-toi, sois courageux. Une fille, on va lui dire, oh ma pauvre chérie, ça va aller. Enfin, il y a ce côté-là. En fait, là, le mec, il a pas peur, il est conquérant parce qu'on l'a élevé comme ça, en étant un peu n'aie peur de rien, et puis c'est ok, en fait, tu vas y arriver quoi qu'il arrive. Et la fille, on va lui dire, bien sûr, tu vas y arriver, etc. Mais par contre, tu sécurises. Hein. Surtout, tu prends pas trop de risques. Tu trouves un Surtout. truc, voilà, t'y vas, bien sûr, j'ai confiance en toi, t'es trop forte, mais juste tu sécurises, hein, d'accord? Parce qu'il te faut quand même le bon CDI, le truc machin, que voilà. Donc, on va nous apprendre à être prudente, et cette prudence, finalement, c'est aussi un frein énorme à notre envie d'entreprendre. Et c'est pour ça que, tu vois, je vais te donner un chiffre qu'il faudra revérifier, mais un chiffre que j'avais trouvé il y a quelques temps maintenant, qui était le pourcentage de femmes qui ont levé des fonds depuis les années 2002, si je dis pas de bêtises. Le pourcentage de femmes qui ont levé des fonds. Donc, c'est-à-dire qui ont qui ont été chercher de l'argent auprès d'investisseurs pour monter un projet à envergure. Voilà. Et ben, ce chiffre, je vais le donner parce que voilà, je pense que moi, dans ma tête, on n'était pas du tout là-dessus. On est à 2%. Ah, je suis pas surprise. Moi, j'étais très surprise. J'aurais dit 20%, un truc comme ça. 2%. Ouais, je t'avoue, j'aurais dit 10, Voilà. mais je suis pas si surprise que ça, côtoyant des entrepreneurs, toute la journée. Il y a effectivement moins Voilà. de féminin. Donc, hyper choquée, voilà, hyper choquée de ce chiffre. Et à la fois, il y a plein de femmes qui montent des projets, mais c'est des petits projets où on va pas avoir besoin, qui vont devenir peut-être des très grands projets, parce qu'on n'est pas obligé de lever des fonds pour monter un énorme projet, bien évidemment. Mais par contre, il est absolument certain que on joue pas à armes égales. C'est-à-dire que on va monter des choses, des projets petits, voilà. Il y a plein de femmes qui montent des choses, mais par contre, voilà, elles vont pas avoir ce réflexe-là parce qu'encore une fois, elles occupent pas encore ce territoire-là, comme si, entre guillemets, elles y avaient pas droit, alors qu'il y a, enfin, tous les hommes y vont, mais sans même se poser la question. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que la secret sauce business, c'est avoir envie de gagner de l'argent, rêver grand, voilà. Et après, évidemment, trouver le produit et le message le plus juste qui te correspond aussi. Je pense que ça aussi, moi, c'est un truc très personnel. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire du business sans y croire. Moi, par contre, ça, le mensonge, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Je ne pourrais pas monter un projet dans lequel je ne crois pas à 100%. Mais après, bon, tout s'entend. Je pense qu'il y a d'autres entrepreneurs, ils diraient probablement pas ça. Mais moi, personnellement, ça me tenait énormément à cœur de monter un projet de femmes pour des femmes, avec des produits qui correspondent enfin exactement à ce que moi et Prune, on aurait aimé trouver des années plus tôt, et qui n'existaient pas, c'est-à-dire des produits jolis, bien taillés, à la bonne taille, quand tu les laves, ça bouge pas. Euh, Je et confirme. voilà. Et puis après, avec un univers, évidemment, un ADN qui est très coloré, beaucoup de motifs, aussi beaucoup de basiques, hein, mais beaucoup de motifs aussi. Et voilà. Et c'est l'ensemble de tout ça qui, à un moment donné, fait que c'est OK, on peut avoir quelque chose qui commence à fonctionner. Justement, je voudrais qu'on parle de valeurs, Florie, parce que chez We Are Jolie, vous avez des valeurs qui sont très fortes dans l'ADN de la marque. Comment vous avez fait pour les ancrer, en fait, concrètement dans l'entreprise aujourd'hui? Les valeurs qu'on a au sein de la marque, encore une fois, avec Prune, on est parti du postulat qu'on n'avait pas envie de revivre ce que nous, on avait vécu avant, donc dans d'autres boîtes ou même
d'autres amis qui nous relataient aussi des expériences, etc. Et on s'est dit qu'on a eu envie de créer la boîte qu'on aurait nous aussi, encore une fois, aimé trouver des années avant. Et tout ça, ça se concrétise par, si tu veux, donc les valeurs de la boîte, qu'est-ce que c'est? Il y a évidemment, pardon, l'inclusivité, la bienveillance, et la solidarité aussi, hein, qu'on pourrait dire sororité entre femmes. Ça aussi, c'est un vrai truc, combattre un petit peu le stéréotype aussi où on enferme les femmes depuis des années, où on raconte que quand il y a un univers qu'avec des femmes, ça se passe forcément mal, parce qu'on est toutes évidemment des pestes en puissance qui ne demandent que à se tirer dans les pattes. Bon voilà, moi c'est des choses enfin voilà, déjà c'est faux, c'est C'est complètement faux. faux. C'est complètement faux. Et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur avec Prune, évidemment, de lutter contre ça. Et juste, il n'y a qu'à regarder, bon, en effet, comment se passent les choses chez nous. Et en effet, on n'a jamais eu d'histoire de ce genre sur ce genre de choses. Donc voilà, donc ces valeurs, pour répondre à ta question concrètement, comment ça se décline dans l'entreprise. Alors, il y a du concret, c'est-à-dire au niveau RH. Ah, sur les Concrètement, recrutements? Mmh. alors sur les recrutements, évidemment, on recrute aussi, voilà, des profils, avec qui on sait que, le savoir-faire est tout aussi important que le savoir-être au travail, ça c'est très important. Mais au-delà de ça, on a aussi, une politique RH, qui est là pour, comment dire? Pour essayer de trouver un équilibre le plus possible entre le professionnel et le personnel. Donc il y a énormément de choses chez nous qui sont mises en place, donc ça va du congé menstruel, qu'on a mis en place il y a très longtemps. Il y a le congé, il y a le télétravail menstruel aussi, Incroyable ça. qui ont été mis en place il y a plus de, ouais, ça doit faire 2 ans à peu près, qu'on a mis ça en place. Il y a le fait que tous les vendredis restent télétravaillés et que selon notre charge de travail, on offre pour l'instant 2 heures à nos salariés par semaine, donc elles finissent toutes à 16 heures le vendredi. Mais on espère que maintenant que l'entreprise va commencer à être solide, on espère pouvoir faire un petit peu plus aussi, enfin leur offrir une demi-journée ou quelque chose comme ça. On y réfléchit très fort, mais c'est déjà mis en place. Il y a on a mis en place aussi tout un tas de choses par rapport aux interruptions de grossesse. On offre évidemment des jours si le cas venait à se présenter. Il y a aussi des choses qui ont été mises en place pour la ménopause, la préménopause. Euh, En tout cas, toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer en tant que femmes, quand on devient maman aussi, euh, on, par exemple, on avance les frais le temps que la Sécu nous rembourse. Nous, on fait le lien, on avance l'argent pour pas que la personne se retrouve avec des jours de carence. On fait une semaine de retour de congé maternité de la personne qui revient où elle est à mi-temps la première semaine pour lui permettre de faire la mise en place avec la nounou, la crèche ou autre chose. Enfin, voilà. Disons qu'on essaye de faire en sorte de faciliter la vie des femmes à hauteur de ce qu'on est, parce qu'on reste une petite moyenne entreprise, mais on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Tu viens de donner plein d'idées à des RH, des entrepreneurs, qui n'ont pas encore mis ça, en place. J'aimerais bien que vous puissiez bien réécouter ce que vient de dire Florie. Elle vient de vous souffler pas mal d'idées. Moi, j'en avais déjà entendu, parler de ce que vous mettez, en place, et ce que j'adore, c'est que c'est pas la culture de votre entreprise, c'est pas des mots sur un mur, ça se vit au quotidien à travers tout ce que tu viens de dire. Je sais aussi, de par ma vie personnelle et familiale, que vous organisez souvent des team building, des moments de réunion entre vous, de communion. Euh, donc, je sais que voilà, c'est une équipe qui est assez soudée, et dans vos valeurs, ça transpire, ça se voit, quoi. Même dans votre com, en vérité. Ah oui, Je oui, t'ai mais vu c'est sur pour une ça. publicité. Je t'ai vu sur une pub il y a pas longtemps, d'ailleurs. Tu t'y Voilà. mets. Mais oui, c'est terrible, mais là, c'est mes équipes qui m'y obligent. Mais oui, 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 on joue le jeu. On joue le jeu. Voilà. Voilà. Mais quand c'est pour la bonne cause, enfin, entre guillemets, voilà, que c'est sur des sujets, on va dire, qui sont sincères, parce que la sincérité, pour moi, c'est une valeur importante aussi dans l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà. En tout cas, ça nous permet à toutes d'être alignées, que ça soit nous en tant que fondatrices, Prune et moi. Je pense qu'on est profondément alignés avec les personnes que nous sommes dans notre vie privée et les personnes que nous sommes dans notre vie professionnelle. Il n'y a pas d'écart comme ça, de grand écart. Les valeurs qu'on a dans la société, c'est les valeurs qu'on a aussi personnellement. Et je pense que c'est le cas, sans m'avancer de trop,
de toutes les personnes avec qui on collabore au quotidien. Et je pense que c'est le secret de la réussite de rester authentique. Bah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça fait du bien d'être aligné. Absolument, absolument. Et en parlant d'alignement, on va parler d'un sujet un peu lié, c'est le leadership, la prise de décision, l'organisation. Comment aujourd'hui, tu gères ton équipe au quotidien? Comment tu fais? Est-ce que, ton rôle, il a beaucoup évolué depuis le début? Qu'est-ce que tu fais? Alors ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, avec Prune, on a des compétences, à la fois similaires, c'est-à-dire qu'on est vraiment toutes les 2 sur tous les sujets, je pense, de l'entreprise et je pense que Prune, sans moi, est capable complètement de gérer et je pense que la réciproque est vraie aussi. Mais par contre, on a défini des pôles. Moi, j'ai historiquement un bagage market, communication, publicité. Prune a historiquement un bagage, produit, production, achat. Donc, on a scindé un petit peu le big management vraiment sur ces deux choses-là. Et ce qui est assez drôle dans notre boîte, donc là aussi c'est rigolo. En fait, avec Prune, on a aussi fait le choix d'aligner nos vies perso avec nos vies pro. Et donc, moi, j'ai toujours eu l'envie de vivre pas loin de là où j'ai grandi, donc à Osgore. Donc, j'ai déménagé une partie de la société il y a 3 ans à Osgore. Prune est restée à Paris pendant ce temps-là avec une partie de l'équipe. Moi, j'ai embauché des personnes à Osgore, donc on avait 2 sièges. Et puis, Prune, elle aussi, a eu envie de rentrer chez elle à Marseille. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, on a ouvert notre bureau à Marseille en janvier dernier, avec d'ailleurs une petite partie de l'équipe parisienne qui a souhaité suivre l'aventure à ce moment-là. Et donc, nous avons 2 bureaux maintenant, un à Marseille et un à Osgore. Et ce qui est très rigolo en termes de management, et qui s'est fait un peu naturellement, puis on a décidé de l'instaurer comme ça, c'est qu'on a un management croisé. OK. C'est-à-dire que toutes les équipes de Prune sont avec moi et toutes mes équipes de com, market sont avec Prune. Ah, c'est énorme. Alors, OK. pourquoi on a fait ça? Ça peut paraître comme ça, pas du tout intuitif, alors Oui, qu'au c'est final, contre-intuitif, ouais. Ouais, ouais. c'est contre-intuitif, mais alors qu'au final, ce qui se passe, c'est que du coup, on n'a jamais de problème de confrontation. Parce que Prune aurait tendance à défendre mes équipes et moi, j'aurais tendance à défendre les équipes de Prune. Ah. Ça nous oblige à communiquer parce que sinon, on aurait très vite fait, mais naturellement, humainement parlant, de s'enfermer, d'avancer sur des sujets sans prévenir l'autre, etc., parce que ça va plus vite, etc., etc. Là, on est obligé de communiquer tout le temps. Et en fait, ce qui est super, c'est que ça permet véritablement à tout le monde, finalement, de. Alors, on fait beaucoup de visio, c'est vrai. Par contre, moi, je vais une semaine par mois à Marseille et Prune vient une semaine par mois au Sauveur. Ce qui fait que nous deux, on a 2 semaines pleines ensemble par mois, donc la moitié du temps. Et les équipes nous ont physiquement une fois par mois. Et ça permet aussi, pendant cette semaine, de lier des liens encore plus extra, parce que comme on sait au quotidien, tous les jours, hein, et bien quand moi je vais venir à Marseille, par exemple, on va forcément avoir un moment qu'on n'aurait peut-être pas si on était 100% ensemble tout le temps. On va se faire un petit dîner, on va se faire un petit moment à nous. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Moi, j'ai interrogé les filles surtout sur leur ressenti, parce que c'est surtout pour elles aussi que c'est particulier. Et elles trouvent que ça fonctionne très bien. Et ça, pour moi, c'est une grande réussite. Ça nous a pas du tout empêché. D'ailleurs, on n'a jamais fait autant de croissance que depuis qu'on est à distance. Ah ouais. Et C'est ça, c'est vraiment fou. J'aurais pas parié dessus, hein, par contre. C'est juste factuellement, ça fait 3 ans qu'on est en super croissance et j'aurais jamais parié que, en plus, ce management croisé, le fait qu'on ait 2 bureaux séparés, on est 10 et 10 à la grosse, hein, on est peut-être 9 et 8, mais dans l'idée, c'est à peu près ça, et nous permettrait d'accélérer notre croissance. c'est incroyable ce que tu viens de me dire parce que ça prouve à tellement de managers, tellement de RH, tellement d'entrepreneurs que c'est pas parce que tu as pas ton équipe sur place à côté de toi, parce que la vérité, c'est que les gens veulent fliquer, tu vois? Que ça marche pas et qu'il y a pas de croissance. C'est ça que tu viens de prouver. Ce que j'aimerais savoir aussi, parce que tu as énormément, de boulot, c'est comment tu répartis ton temps entre la vision, vraiment la partie stratégique, vision de l'entreprise, tu vois? Voilà, la big picture, on va l'appeler,
le management et l'opérationnel? Comment tu fais? Alors, c'est une très très bonne question. Comment on fait? On fait des pauses. C'est-à-dire qu'on fait des séminaires qui sont dédiés avec Prune, où on s'extrait de tout, où là vraiment on va faire que de la strat. Et on pense que à ça, et on se met vraiment dessus. Ce qui permet après au cerveau tout simplement, bah, dans les pauses café ou autres, ou dans les trajets de voiture, ou le week-end, de continuer à tourner, à réfléchir, à se dire, on se fait des notes et au bout d'un moment, on se met d'accord. Alors, disons qu'avec Prune, on se prend vraiment des temps off toutes les deux, et aussi on se prend des temps off avec notre DAF. On a une personne formidable qui nous accompagne sur toute la partie administrative et financière et stratégique. Voilà. Et avec qui aussi on se prend des temps off pour réfléchir à ça. Voilà, c'est très important. Ça mérite. En fait, je pense qu'il faut savoir sortir la tête de l'eau de l'opérationnel, même si on est encore toutes les deux 100% opérationnelles. Il faut se réserver des temps là-dessus, parce que si tu le fais pas, eh ben, c'est difficile de grandir. Et quand il faut décider vite, tu vois, dans la prise de décision, j'en parlais tout à l'heure, notamment lié au leadership, sur quoi tu t'appuies? Est-ce que c'est ton intuition, les chiffres, ton associé, tes partenaires? Comment tu fais? Ton équipe aussi? Les chiffres, tout le temps. OK. Là, pour le coup, c'est évidemment toujours avec validation de Prune. Il y a aucune décision de la boîte qui est prise sans l'une et l'autre. Ça, c'est la condition sine qua non. Et, mais oui, oui, et après, c'est la data. Le j'aime pas n'a que très peu d'intérêt. Disons que c'est pas quelque chose de très constructif. Même si c'est bien de donner son avis, parfois c'est bien de, évidemment qu'il y a l'intuition qui rentre en jeu, mais pour de nombreuses choses. Mais à un moment donné, quand il s'agit de trancher, soit il y a une intuition et on vient la confirmer avec de la data, des chiffres, soit c'est compliqué en fait. Je pense que un truc très important aussi quand on monte un projet, c'est de savoir placer l'ego là où il faut qu'il soit. Non, les personnes qui dirigent l'entreprise n'ont pas toujours raison par rapport au produit, par rapport au truc. Non, c'est pas vrai, on n'a pas toujours raison, loin de là. D'ailleurs, très souvent, très souvent, mon imprimé préféré est le flop de la saison. Donc voilà, non, mais c'est important de le dire. Et que du coup, je pense que ça, c'est un truc très important qu'il faut se dire soi-même. C'est se méfier de son propre instinct, comme si on savait. Voilà. Moi, je me méfie toujours de ça. Le côté ah, moi je sais parce que machin. Ok, mais en fait, voyons s'il y a des chiffres en face. Si on veut refaire tel ou tel sujet, ben on va regarder la data, on va regarder ce qu'on a vendu, on va regarder les retours clients, on va parler au service client beaucoup. Le service client chez nous, c'est le service, un des services le plus important parce que c'est elles qui connaissent vraiment les clientes, qui savent, enfin s'il y a des sachantes dans cette boîte, ce sont les personnes qui sont en frontale avec les clients tous les jours. Et c'est Absolument. elles qu'il faut véritablement écouter et non pas ce que moi je pense parce que je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et tu dis souvent, ne pas prendre de risques, c'est prendre des risques. Alors concrètement, comment ça se traduit dans vos choix stratégiques ça? Je vois que tu as bien préparé ton interview. Je vois que tu as bien préparé ton interview. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je dis souvent ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que tu sais que je viens de le redire. En ce moment, c'est une période où je le dis beaucoup. Donc Ah ça me bon? fait... Ouais, c'est une période où je le dis beaucoup. Parce que justement, là, on a bien développé la société et que justement, c'est pas le moment de dormir sur ses acquis. Ce que je pense, c'est que en fait, on pourrait avoir une tendance, et je pense que c'est encore une fois complètement humain, à se dire ça y est, j'ai trouvé la secret sauce. Par exemple, nous, bah, les pyjamas, par exemple, qui sont un succès, en tout cas jusqu'alors, qui fonctionnent très très bien chez nous. Eh bien, voilà, ça y est, entre guillemets, je vais sortir des pyjamas tout le temps, et puis ça va continuer à cartonner. Ça pourrait être un postulat. Le fait est que, encore une fois, c'est la peur du péché par ego. C'est-à-dire,
on est génial, on a trouvé le truc et puis voilà, on va surfer sur le truc, on va faire d'autres couleurs, nanana. Et c'est vrai que ça peut être ça. Sauf que on sait bien qu'au bout d'un moment, bah, les clientes, elles veulent autre chose. Et pour moi, si tu veux, c'est très important de continuer évidemment à faire ce qu'on fait et de le faire, toujours d'une manière, bien et très bien. Mais il faut absolument toujours réfléchir à what next? Qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux emmener ma boîte? Qu'est-ce que je pourrais proposer à mes clientes et qui leur ferait plaisir? Donc ça passe par plein de choses, mais en tout cas, il faut jamais trop dormir. Parce que justement, même quand ça va bien, et ça je pense que c'est un trait commun qu'on a avec Prune, quand ça va bien, en fait, on a tellement galéré. En vrai, on a tellement galéré. Ça a été si difficile les premières années de monter cette boîte, mais c'est tellement génial. Difficile parce qu'on était insécure de ouf. Mais par contre, on a adoré. Enfin, meilleur moment aussi de notre vie. Enfin, c'est les deux à la fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on était insécure sur le fait qu'on pourrait se payer à la fin du mois. Et ça, Bah c'est oui, compliqué. je me doute. Mais c'est sûr que quand tu as moins de 30 ans, bah, c'est quand même un peu plus OK que quand tu as 35 ans et que tu as des enfants, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme on n'a pas été touché par la grâce dès le début, il y a des entrepreneurs, tu les interviews, elles ne savent pas pourquoi d'un coup d'un seul, bah, c'est devenu un succès de dingue. Voilà, elles savent pas. Bon, Prune moi, je pense qu'on peut te dire chaque étape pourquoi on a réussi à faire ça. Enfin, tu vois, on a galéré, mais c'est important de le dire. Ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain, ça marche trop bien, etc. Donc, le fait est que on sait ce que c'est que galérer, on est même habitué à ça. Donc, même là, si ça fonctionne très bien, et on a encore une fois beaucoup travaillé pour ça, et aussi on a eu de la chance parce qu'il y a toujours une part des deux. Euh, le fait est que on est quand même stressé que ça retombe, que ça marche moins bien, etc. Donc ça nous permet d'être un moteur pour sans cesse trouver de nouvelles idées, proposer de nouvelles choses à nos clientes et aussi réfléchir, pourquoi pas, à ouvrir à un moment donné, pourquoi pas en dehors de la France. En tout cas, c'est des réflexions qu'on a en ce moment. Et là, je dis beaucoup ça en ce moment parce que le contexte marché est extrêmement difficile sur le textile. Voilà, c'est très dur ce qui se passe pour toutes les marques. En fait, tout le monde galère, c'est très très dur. Et donc, il faut se poser la question de comment on fait pour toujours faire partie du paysage demain, même si ça fonctionne. C'est un exemple de risque que vous avez pris, ou une décision rapide, peut-être du coup risquée, qui a vraiment changé la trajectoire de We Are Jolie? Ah, c'est une très bonne question. Je pense il y a plein de mini-exemples en Ouais. réalité du quotidien. Bah, par exemple, même le pyjama. Ouais. Bon, on se dit un jour Prune arrive avec un pyjama qu'elle avait développé à l'époque dans la société dans laquelle elle bossait. Et en fait, il y a un côté qu'on adore. On se dit, mais c'est fou, c'est vrai que des pyjamas comme ça, il n'y en a pas. Mais il faudrait un haut qui est plutôt comme ci, plutôt comme ça. On s'est dit, bah vas-y, on essaye de faire un pyjama un peu genre le truc qu'on aurait trop kiffé, mais genre t'as pas honte de le mettre quand tu vas faire des soirées avec tes copines, tu vois, genre t'es trop fière de sortir ton pige, Ouais, tu c'est vois, un donc peu ça. Ouais, tu ouais. vois, genre c'est un peu le truc où tu te dis vas-y j'ai grave pas honte, au contraire j'ai trop hâte de te le Stylé. montrer, tu vois. Ouais, Voilà, ouais. c'est stylé, limite t'es stylé en pyjama, tu vois. Donc voilà, donc Mmh. c'est parti d'un délire comme ça. Et voilà, et on a lancé le pyjama un peu comme ça. À la base, on en a fait deux, juste pour voir ce que ça pouvait donner. Ça a marchouillé, d'ailleurs, ça n'a pas pris tout de suite. Hein. Ça a marchouillé, puis on en a fait trois, quatre, bon, voilà, et aujourd'hui, on en fait plus de 50 par an, et de différents, je veux dire. Et voilà, et ça, c'est parti d'un truc de OK, bah, vas-y, on prend un mini risque, et en même temps, pour nous, c'était beaucoup parce que ça coûtait quand même, 10 fois plus cher que de faire fabriquer Mmh. une culotte. Mmh. Donc voilà. Et si on n'avait pas fait les pyjamas, eh ben, on serait morte. Enfin, la boîte serait morte. Concrètement. Concrètement. Parce qu'en faisant les pyjamas, ça a permis à la boîte de s'équilibrer et surtout, ça a relancé la lingerie, c'est rigolo. Ah, Parce que c'est les ouf. filles venaient maintenant pour acheter des pyjamas et puis elles découvraient la lingerie. Et puis au bout de quelque temps, on pensait qu'on était une marque de pyjamas. Ah Et on ne ouais? disait plus du OK. tout ah oui, oui. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent ah non, oui, aujourd'hui c'est la marque de pyjamas colorée, etc. Elles savent pas qu'on a OK. commencé par les culottes. Et si on n'avait pas fait ça, eh bien, je pense que la boîte se serait crashée comme beaucoup de boîtes malheureusement, en 2023 quand il y a eu l'énorme crise et il y a eu, quand la guerre en Ukraine a été déclarée et cetera, donc c'est cette année-là. Et là, il y a, bah, énormément de boîtes digitales
qui ont dû déposer le bilan cette année-là, hein, comme My Jolly Candle, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes de l'époque. Et donc voilà. Et si on n'avait pas eu les pyjamas, ben, on serait plus là, je pense. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui, je sais, te tient, tout autant à cœur, c'est justement l'équilibre pro, perso, maternité. Parce que Carrément. je sais que tu es maman aujourd'hui et entrepreneur. Moi, ce qui me questionne, qui me taraude, c'est comment tu fais pour concilier tout ça? Comment tu fais? C'est impressionnant. Enfin, je sais que aussi Prune, est jeune maman, Ouais, très jeune maman, elle a très jeune 3 maman. mois. Donc Ouais, vous ouais. êtes 2 jeunes mamans avec une boîte, qui est pas toute petite en plus à gérer. Vous faites comment les filles là? Ouais, non, mais c'est un sujet. Et puis, allez, selon les époques de la boîte, on a fait un peu différemment. Écoute, tu sais, on dit un peu, il n'y a jamais de bon moment. Et c'est vrai, en fait, il n'y a jamais de bon moment. C'est juste, tu gères. Tu fais en Ouais. sorte que. Et quand ça t'arrive, est-ce que finalement, c'est peut-être un booster aussi de prioriser certaines choses. Je pense que les mamans, il y a quelque chose d'ultra prio. C'est-à-dire qu'on arrive très vite à savoir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un premier point. Après, on va pas se mentir, il y a quand même un élément aussi qui est important à avoir en tête, c'est que il faut de l'aide quand même. On ne peut pas tout être, c'est impossible. S'occuper de ses enfants, aller les récupérer tous les jours à 16h30 et monter une boîte, c'est difficilement compatible, on va pas se mentir. Sauf si on a un peu d'aide. Donc, que ça soit Prune ou moi, quand on est devenu maman, on a tout mis en place pour se faire aider au maximum OK. de manière à avoir le temps le plus qualitatif avec nos enfants. Mais attention, avec Prune, on arrive à se libérer beaucoup de temps par ailleurs. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que on a une personne, enfin une nounou, du coup, moi qui m'a aidée, et je la remercierai jamais assez, parce que, bah, en effet, c'est elle qui à 16h30 allait chercher mes enfants. Ouais. Sauf le vendredi où là évidemment c'était pour moi. Mais à 16h30 et moi j'arrivais à 18h30, 19h selon la journée. Et là je passais 1 heure et demie avec mon enfant, à le faire manger, à jouer, etc. Mais heureusement qu'il y avait une autre femme derrière moi pour m'y aider. Parce que, en fait, c'est ça aussi, je veux pas survendre le truc de la superwoman qui est capable de tout faire. C'est pas vrai, Mmh. en fait. Bon, en fait, sinon, j'aurais fait un burn-out. Ouais. C'est impossible de monter une boîte comme ça, de faire 2 enfants, surtout à une époque où la boîte, en plus, enfin, je veux dire, enfin voilà, je ne pouvais pas me permettre, même financièrement. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui gagnait suffisamment bien sa vie pour qu'on ait cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on peut se l'offrir parce qu'on se paye correctement pour pouvoir se permettre d'avoir quelqu'un qui nous aide à minima. Après, je vais te dire, il y a la crèche et il y a, enfin, tu vois, c'est possible aussi. Mais il faut, en tout cas, du soutien. On peut pas tout faire et être parfaite. Ça, vraiment, je tiens à le dire parce que le mythe des femmes qui arriveraient à tout gérer de front, enfin, moi perso, j'en connais pas. Enfin, voilà, je le dis, et c'est impossible d'être épanoui dans sa vie personnelle avec ses enfants et donner le meilleur de soi-même au quotidien sans être sur les nerfs et en plus de ça gérer une boîte, honnêtement c'est très compliqué. À ça tu rajoutes les nuits de sommeil déliées des premiers mois et puis pour certaines malheureusement plus longtemps, hein. Bon voilà, donc au mat. Mais ce que je veux dire c'est que quand même voilà, moi je rends hommage voilà, aux personnes voilà, qui m'ont aidée à ce moment-là de ma vie, parce que sans elles, il est certain que si j'avais dû rentrer en plus de tout le reste et devoir gérer 100% de tout, ça aurait été. En fait, je pense qu'il y a un des deux trucs qui n'aurait pas fonctionné. Voilà. Mmh. Donc là-dessus, voilà, je peux être hyper honnête. Après, pour autant, je pense que le fait d'être maman et t'aide énormément à prioriser, t'oblige à couper. Ça, c'est Ouais, hyper j'allais te important. demander si tu arrives à te séparer, vie pro, vie perso, comment est-ce que tout se mélangeait ou est-ce que tu arrivais à compartimenter, quoi?
Non, mais honnêtement, je coupe jamais ma vie pro complètement, hein. Même quand je pars en vacances, je regarde mes mails tous les jours et tout. Mais c'est pas prenant. Enfin, c'est pas quelque chose de c'est pas un stress pour moi. J'arrive très bien à couper. J'arrive très, très bien à couper, même si je coupe pas complètement parce que, bah, il faut que je puisse répondre s'il y a quoi que ce soit. Mais je suis pas là sur mon téléphone, à être stressée. Je suis 100% avec mes enfants. Voilà, moi, je prends beaucoup de temps avec mes enfants, notamment en vacances, etc. J'essaye d'être super dispo dans ces périodes-là pour eux parce que justement, bah, j'ai à rattraper aussi bah, peut-être des moments, des années où bah, j'ai pu l'être moins. Donc Mmh. aujourd'hui, quelque part, la rançon enfin voilà, d'une certaine forme de, pas de succès, mais en tout cas De réussite, d'apaisement. si. Mmh. Non, pas, en plus, j'aime pas ce mot-là. Alors, je dirais Ouais, plutôt d'apaisement. C'est-à-dire qu'on OK. n'est plus dans une situation, si tu veux, d'alerte constante, en mode demain on fait faillite, tu vois. Ça, et je dis pas que ça n'arrivera pas, mais je dis juste que on est un peu sorti de ça. Et ça, honnêtement, ça change tout. Enfin, on va pas se mentir. Donc, euh, maintenant que je suis plus sereine, ben ouais, je peux me permettre de prendre beaucoup plus de temps avec mes enfants, de faire plus de choses avec eux pendant les vacances. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à prendre des moments vraiment longs avec eux à essayer d'être absolument là à 16h30 à l'école. Voilà. Par contre, le week-end, je suis 100% avec eux. Le vendredi, après, je suis avec eux. Enfin, voilà. C'est, Et comment vous avez géré? Parce qu'à un moment donné, toi, quand vous avez créé la société, toi, tu avais tes enfants, Prune, elle est partie aussi en congé mat. Comment vous gérez ces moments-là dans l'organisation, la prise de décision? Vous dites: «OK, je te donne les clés de la boutique sur ma partie». Comment vous faites? c'est ça. Non, non, c'est exactement ça. On travaille dans une confiance totale. Alors ça aussi, c'est énormément de chance, si je puis dire, hein. J'ai une associée de rêve. Enfin, c'est vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux que mon associée. On a une confiance totale l'une dans l'autre. Je pense qu'on n'a jamais regardé combien l'une ou l'autre prenait de vacances. Elle est capable de me remplacer demain. Et a priori, j'ai pu la remplacer là ces 3 derniers mois. Donc, bon, j'ai pas craché la boîte. Tout va bien? Voilà. Non, mais tout à fait. Donc, elle a géré de ouf bah, pendant que moi j'ai été enceinte. Alors, surtout que moi, en fait, pendant que j'ai monté la boîte, je suis tombée enceinte en même temps. Donc du coup, c'était rigolo comme aventure parce que c'était pas forcément comme ça que j'avais imaginé le truc. Mais c'était en fait génial. Et en fait, ça s'est tout de suite initié dans nos vies. Et c'est une immense chance parce que tout de suite, on a réussi à prioriser. Parce que comme moi, j'avais le bébé et qu'il fallait que je parte tôt et que je m'en occupe et que je sois avec lui et que... En fait, on a tout de suite priorisé à fond. Tout. Et ça nous a... En fait, je crois que sans vouloir se vanter avec Brune, mais on a un truc, c'est qu'on est efficace. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, Mmh. on est efficace. C'est-à-dire que on fait pas on fait pas du présentiel. Et d'ailleurs, Présentéisme, quoi. ouais, C'est exactement. On n'est Il y pas a dans du le focus, présentéisme. quoi. Il y a de la discipline, il y a du focus, On mmh. est à fond dans ce qu'on fait, on tape dedans, on y va, on torche le sujet, mais bien comme il faut, on va là où il faut, comme il faut. S'il faut tout défoncer, on défonce tout, on reconstruit tout, mais vraiment, on ne perd pas de temps. Et ça, c'est un truc aussi qui est hyper fort avec nos collaboratrices. Moi, les filles, à 18h03, bon, déjà, elles sont parties, parce qu'on termine à 18h. Et si elles sont encore là, je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, le fait est que, en Allemagne, typiquement, ils ont cette vision de l'efficacité. C'est-à-dire que si tu as été efficace, tu finis tout. Donc, nous, 18 heures sur le contrat, c'est 18 heures, mais vraiment, et je rigole, parfois je leur fais des blagues, parce qu'il y a des fois, évidemment, que ça peut déborder, c'est hyper rare, mais quand il y a des rushs pour des grosses productions de produits, etc., bon, ben oui, on reste un peu plus tard, et on rigole, c'est tellement rare. Mais c'est vraiment l'exception et pas la règle, et en fait, il n'y a pas ce truc chez nous, quand je vois les filles partir à 18h02, mais à chaque fois, je leur dis bonne soirée, trop bien, et quand il y en a une qui rage, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, et il y a ce côté, on est dans l'efficacité. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, complètement. Et c'est important. Et moi, je le suis, et les collaboratrices aussi. Et c'est comme ça qu'on, entre guillemets, on n'a pas du tout besoin de déborder ou de faire du présentéisme, comme tu disais. Et tu vois, pour revenir à ce que tu disais sur, je peux pas tout faire, je peux pas être partout et cetera. Il y a quand même beaucoup de femmes encore qui se disent: «Je ne peux pas être entrepreneur et maman» ou «Je ne peux pas être maman et entrepreneur». Tu vois? Il y a toujours un espèce de «je ne peux pas tout faire». En gros, je ne peux pas être maman
et avoir ma propre entreprise. Qu'est-ce que tu peux leur quand même leur transmettre? Parce que vous êtes un bon exemple de ça a marché quand même, tu vois? Ben non, non, mais ce que je peux leur transmettre après, si tu veux, je pense que si elles ont vraiment envie d'entreprendre, l'enfant sera jamais un frein. Mmh. C'est juste ça. C'est en fait, c'est l'enfant n'est jamais, jamais un frein parce qu'on est quand même en France. Il y a des moyens de garde, quoi qu'il arrive. L'important, c'est d'arriver, en fait, je pense que ce qui est très difficile et ça, je le comprends tout à fait, c'est de réussir dans son cerveau. Je pense que quand on est surtout quand on est jeune maman, je pense qu'il y a déjà ce sentiment de culpabilité qui est immense et vraiment, je me comprends tellement parce que moi, j'ai tellement pleuré la première fois que j'ai laissé, mon bébé, pour aller reprendre le travail, au bout de 2-3 mois, que je l'ai laissé. En fait, c'était horrible. Mmh. Enfin, vraiment, j'avais l'impression de enfin, de enfin, je sais pas, pourquoi c'est pas moi qui reste avec lui? Enfin, c'était un déchirement de le faire, mais en même temps, je savais que et c'est là où c'est important de savoir qui on est. Je savais que c'était par rapport à mon équilibre. C'est-à-dire que pour que mon bébé, il ait une maman qui pète pas un câble à un moment donné, je savais que mon équilibre, il était entre les 2 et que j'étais tout autant maman, j'avais tout autant besoin de m'épanouir en tant que maman que m'épanouir, dans ma vie intellectuelle professionnelle. J'avais besoin des 2. Mais à l'inverse, moi j'ai des amies, je pense à une notamment, c'est une maman en puissance et son énergie, son épanouissement, elle la trouve là-dedans et elle est parfaitement épanouie et c'est une femme, mais vraiment moi qui m'inspire, mais tellement, mais vraiment et même, je me dis: «Mais j'aimerais tellement te ressembler». Elle s'appelle Stéphanie, et elle, elle trouve son énergie là-dedans. Moi, j'aurais pas pu, mais je suis admirative d'elle et je pense qu'on est toutes différentes et à Mmh. l'inverse, il y en a, elles vont trouver leur équilibre vraiment dans leur vie pro Mmh. et parfois les enfants peuvent être un peu un frein, tu vois? Et c'est un peu dur d'ailleurs. Voilà. Mmh. Moi, je suis complètement entre les 2. J'ai absolument besoin de ma vie de maman et c'est vital pour moi et d'ailleurs, je dis souvent que en fait, souvent, quand les gens me disent: «Ah ben comment ça va être là, je vais avoir un enfant et tout machin», elle dit: «Bah, voilà, bah, ça va être ta vie en mieux, enfin en plus intense, mais en même temps tu vas moins dormir, mais t'inquiète, le la vie est bien faite» et on arrive, on développe des choses qui sont enfin c'est tellement formidable et à l'inverse, j'ai besoin aussi de ce côté intellectuel qui me drive, cette curiosité, enfin je sais pas, j'ai vraiment besoin des 2. Tout à l'heure, tu parlais d'entrepreneurs féminines et qu'il y avait 2 a priori, à revérifier, Ouais, mais à revérifier. ouais. Mais je suis pas surprise du chiffre que tu disais, mais je suis pas surprise, mais je suis triste par contre. Donc je voudrais qu'on parle, de l'entrepreneuriat féminin et notamment dans ton parcours, ça a été quoi les ou le plus gros challenge en tant que femme entrepreneur que tu as vécu? Est-ce que c'est le fait, comme tu disais juste avant, d'être maman? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est quoi? Ouais, non, c'est une vraie question. Écoute, il y en a eu, enfin, tu as l'intuition qui va au bon endroit, évidemment. Tu sais, j'avais donc, 29 ans, donc on levait les fonds, avec Prune et au fur et à mesure des rencontres, mon ventre, s'arrondissait et en plus, j'avais un énorme ventre. J'étais vraiment pas du tout discrète. De ce point de vue-là, on ne pouvait pas se dire que juste j'avais trop mangé, quoi. J'avais vraiment, voilà. Donc c'est vrai qu'on a dû faire face à des questions, qu'on n'aurait juste jamais posé à des hommes. Par exemple, mais vous comptez l'allaiter? Voilà, voilà. Mmh, Des choses où mon Dieu. on a annoncé donc à l'un de nos investisseurs que j'étais enceinte. Ça avait vachement choqué Prune. Moi aussi, ça m'avait choqué, mais bon, finalement, je crois que j'étais un peu blasée à l'époque. Et j'avais dit bon ben voilà, je suis donc enceinte, etc. Il avait fait ah. Ah purée. Voilà. Donc voilà, des choses comme ça, ouais, il y en a eu, mais franchement, c'est pas la majorité. Parce que la majorité, même avec une femme enceinte, bah, ils ont cru en nous. Ils y sont Mmh. allés. Ils ont Bah, pas au eu final, peur. oui.
Parce que pour moi, c'était pas un problème. Et que je leur dis, mais bien sûr, je suis enceinte. Mais il n'y a pas de problème parce qu'en fait, je vais accoucher à tel moment. Donc, le BP, le business plan, il sera prêt. Les usines nana, la prod, elle sera lancée. Le market, il sera pré-lancé. Bon, ben voilà. Et en fait, Prune, elle peut gérer ça pendant, entre guillemets, le temps où. Et puis après, je reviens, mais on est à fond Mmh. dedans. Et voilà. Et ça va le faire. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que oui, il y a eu évidemment des réflexions de mecs. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le milieu de l'investissement, il est majoritairement encore aujourd'hui masculin. Alors, Absolument. Mmh. c'est comme ça. Et entre Et, deux et, d'entrepreneuriat d'ailleurs. et généralement âgé. D'accord. Alors, il y a évidemment des gars de 30 ans aujourd'hui qui commencent à s'y mettre et tout, mais grande majorité, c'est quand même plutôt des personnes qui ont déjà fait leur vie professionnelle. Et dans ça, il y a des hommes extrêmement bienveillants. Moi, dans mes investisseurs, j'ai des hommes mais formidables, qui ont cru en nous dès le début, qui, pour le coup, ça n'a pas été un problème. Et puis, à côté de ça, il y a les autres. Alors, on parle beaucoup des autres, on leur donne quand même une grosse part. Mais moi, ce que j'espère, c'est que demain, il y aura déjà des femmes. Ça serait formidable, parce que ça changerait, je pense, beaucoup de choses et que ça serait hyper intéressant d'avoir tout simplement une forme d'équilibre, tout simplement. Encore une fois, hein, moi, je suis pas du tout contre les hommes, bien au contraire, mais je suis assez pour l'équilibre. Donc voilà, donc ça c'est un premier point. Et puis pour en revenir, oui, on a eu des réflexions, on est toutes les deux blondes, on était aussi des jeunes femmes, donc voilà, on a eu des trucs du style, ah ben en tout cas, je vais y réfléchir parce que quand même, vous êtes marketingment vendable. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oh là Ah mais là! vous êtes mignonne, ah vraiment, vous de ressembler aux demoiselles de Rochefort, enfin des trucs, mais vraiment ça n'a tellement pas sa place ici. Enfin, je veux dire, gars, je suis en train de te parler dans le projet d'investissement. Enfin, je ne sais pas, c'est à quel moment sur terre tu dirais ça à des gars. Enfin, voilà, c'est voilà. Il y a un côté extrêmement paternaliste de certains, pas tous, mais et à la fois qui résume beaucoup aux femmes et au physique des femmes. Ça, voilà. Tout ça, euh, tout ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, et puis, ça va changer doucement, je pense, tout simplement parce que nous, les femmes, on va changer, parce que nous, on va arriver à un moment donné aussi, ben, créer des entreprises qui vont générer de la valeur, que cette valeur, on va pouvoir la réinvestir dans de nouvelles personnes, des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi, évidemment, et les accompagner à monter leur projet un petit peu différemment, sans ce genre de choses qui sont juste complètement Mmh. décalées. Comment tu fais, c'est quoi tes ingrédients clés pour vraiment durer dans l'entrepreneuriat? Parce que ça fait quelques années maintenant que vous avez lancé We Are Jolie. Comment tu fais pour garder les épaules solides, durer, tu vois? Ben, je, C'est dur d'avoir de la consistance, tu vois, sur un certain nombre d'années. Souvent, les boîtes, elles s'arrêtent avant, tu vois ce que je veux dire? non, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a la passion. Ouais. Euh, la passion, parce qu'on adore ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, que ça soit Prune ou moi, ouais, que ça soit Prune ou moi, je t'avoue on ne changerait rien aujourd'hui à nos vies. C'est-à-dire que on adore ce qu'on fait. On a une chance énorme, encore une fois, de cet alignement entre vie pro, vie perso. On est passionné par ce qu'on fait à tous les niveaux, que ça soit le produit, la stratégie, le développement, nos équipes qui sont enfin, formidables. En fait, vraiment, on sait apprécier ce qu'on a aujourd'hui parce qu'encore une fois, ben, ça n'a pas été si facile que ça. Ça a été très challengeant et ça continue de l'être, évidemment, et on aime ça. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que durer, c'est aussi ben, rester à fond dans ton projet, quoi. Tu vois, si ça te saoule, si t'en as marre, si tu viens au travail un peu genre, oh là là, machin, si t'y crois plus, je pense que ça, c'est hyper dur. Et après, la deuxième chose, c'est se préserver. Et j'en parle tout le temps de cet équilibre vie pro, vie perso, mais c'est hyper important de se prendre du temps pour soi. Voilà, ça c'est un truc, il faut réussir, quoi qu'il arrive, à continuer à faire du sport si on aime ça, ou alors aller se faire masser si on aime ça, ou alors aller boire des verres avec tes copines, si c'est là. En tout cas, quel que soit ton domaine de ressources intérieures, il faut absolument continuer à le faire. Voilà, c'est tout aussi vital d'aller boire un verre avec tes potes que de continuer à bosser.
Parce que Mmh. si pour toi c'est important, si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important d'avoir cet équilibre là et de se forcer à l'avoir. Parce qu'on peut vite se faire happer par la quantité de travail. Et en fait, en vrai, ça t'atteindra toujours demain. Il n'y a pas de vraies urgences. Non, Enfin, ça sauve pas peu, des vies. voilà, exactement. Rares sont les gens qui sauvent des vies dans l'entrepreneuriat. Il y en a peut-être, mais honnêtement, moi, c'est pas mon cas. Et voilà. Tu as quand même sauvé ma santé, physique. Non, mais il faut quand même dire un truc là, c'est pas pour faire de la pro, mais je suis l'exemple même de ça fait 5 ans, je pense, que je porte vos sous-vêtements. J'avais des gros problèmes, liés au stress, de l'entrepreneuriat notamment. Donc voilà, j'avais des gros problèmes, au niveau gynéco qui revenaient, tu vois? Des infections urinaires, ce genre de trucs. Depuis que je Ok. mets du We Are Jolie, je suis 100 fois moins embêtée. Enfin, faut quand même le dire, quoi. Donc Non, c'est oui, trop tu bon. sauves pas des vies, mais tu sauves quand même des problématiques qui sont un peu pénibles pour les Ah, femmes. non, mais non, mais c'est super de le notifier, hein. C'est très gentil. Merci. Mais écoute, je te dis la vérité, ma vérité en tout cas. On va alors, je vois que on a déjà parlé plein de choses. Je voulais te poser encore plein de questions, mais je sais qu'on n'a pas trop le temps encore. J'aimerais bien qu'on conclue avec un petit conseil. Tu pouvais donner un petit conseil à une femme aujourd'hui qui veut créer une marque engagée, quelle qu'elle soit. Ce serait quoi ton best advice? Mmh. Ah, moi, il y a un truc que j'aime bien dire aussi, je pense que possiblement, si la personne par qui tu as eu les sources, te l'a peut-être déjà dit. Mais, moi, un un truc que je dis souvent et ça fait rire, mon associé, c'est «Never take no as an answer». OK. Et ça, en fait, je pense que c'est très drôle parce qu'en plus c'est en anglais et que voilà, mais c'est une vraie position. En fait, quand on te dit non, il y a 2 manières de le voir. C'est soit tu t'arrêtes, soit c'est le début de la négo. Et je pense que on va te dire non 100 fois. Non, c'est pas possible. Non, c'est trop cher. Non, les minima, c'est pas ça, c'est ça. Heu, enfin, combien de fois on nous a dit non? Non, je vais pas investir. Non, j'ai pas de bande passante. Non, j'ai pas enfin, voilà. Si on était resté sur: «Ah OK, c'est non», bah, en fait, on fait rien, quoi. Et je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on nous dit pas assez combien de fois on va nous dire non. Sans compter Tati Bidule qui va te dire que elle aurait pas fait ça comme ça. Sans compter, ta copine, qui bosse je sais pas où et qui va dire: «Franchement, j'y crois pas». Enfin, en fait, tu vas entendre des noms ou des assimilés noms de partout parce qu'en fait, les gens adorent donner leur avis. Mais c'est comme ça. Absolument. Et c'est normal, on le fait nous-mêmes. Donc en fait, OK, très bien, tout le monde donne son avis. Mais il n'y a que toi pour transformer ces non en oui. Et si tu n'y arrives pas, c'est OK. L'important, c'est que toi, dans ta tête, tu te mettes pas de barrière. Et donc voilà. Et c'est vrai que quand on veut monter un projet, que ça soit dans le bien-être, que ça soit dans le e-commerce, que ça soit dans tout, il faut vraiment se dire que le non fait partie, du sujet et que à toi de trouver un moyen pour le contourner ou pour le changer. Voilà. C'est C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Florie, c'est très, inspirant. Il me reste à te remercier chaleureusement pour, ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit avis si cet épisode vous a plu, un petit avis sur Spotify, Apple Podcasts et aussi un petit like sur YouTube et puis, je te dis à bientôt Florie et quant à moi, à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Merci.